Bonjour à tous, bonjour à tous. Alors vous avez vu, ce soir, on est nombreux. C'est le dernier Flash UFO de la saison. Donc là, on s'est fait plaisir. C'est carrément la teuf à la maison. Camille, je crois qu'on n'a jamais été autant dans un live du MUFON. Eh ben, ouais, c'est sûr, parce qu'en fait, on peut afficher 6, mais là, vu qu'il y a 2 personnes sur un écran, ça fait 7. Ouais. C'est max. Et voilà. Bon, j'espère que vous allez tous bien. Seb, le coéquipier parfait pour le Flash UFO, comment ça va, Seb? Bah écoute, ça va super bien, puis ravi une nouvelle fois de faire ce Flash UFO, le dernier de la saison, déjà le 7e, ça passe super vite. Ça passe vite, hein. On a bien travaillé, je trouve, on a trouvé la formule qui nous plaît, donc bravo Seb, impeccable. Alors, merci Pascal, on a convié Camille, parce que vous savez que d'habitude, elle ne participe pas, je commence à savonner au Flash UFO, mais là, pour ce Flash UFO qui est un petit peu particulier, vous allez le voir, on a demandé si elle voulait être avec nous, et elle est là. Camille, vous nous l'avez demandé, comment ça va? Avec plaisir. Ça va bien? Ça va très bien, ouais. Bon. Ça sent les vacances un peu à Valençol ou quoi? La lavande est en fleurs? Ah, franchement, alors cette année, bon, pour ceux qui veulent bien se déplacer, on a non seulement de la lavande, mais on a de la mauve officinale. Donc on a un jeu de couleurs de rose, c'est magnifique. Ouais. Bon, je viens faire un saut dans pas longtemps, hein, tu le sais. Hein. Ouais. Alors, parmi nos invités, je ne sais pas par qui commencer, c'est très compliqué. Allez, on va commencer par Patrice. Alors, Patrice Gouez, que vous connaissez peut-être. Patrice, on se connaît depuis quelques années maintenant, Patrice, quand même. Ouais, c'est ça, depuis au moins 4-5 ans, hein, déjà. 4-5 ans, ouais. Et moi, ce que j'adore chez Patrice, c'est quelqu'un de rigoureux, c'est quelqu'un de rationnel, mais en même temps qui a l'esprit très ouvert, qui ne s'autorise aucune réflexion, aucune question, et surtout qui n'est pas dogmatique et qui n'est pas prosélyte. Et ça, je trouve que c'est une qualité qui est parfois rare chez nos amis ufologues. Donc, je suis ravi que tu sois là aujourd'hui pour ce Flash UFO. Ben, merci surtout de m'avoir invité. Hein, ça me fait plaisir aussi d'y participer. Il y a plein de choses à dire, certainement, sur le sujet. Ouais, exactement. Alors, on a invité aussi Baptiste Friscourt. Alors, Baptiste, on l'a invité. Baptiste, on le connaissait parce qu'il est assez actif sur notre page Facebook et en général, il met des. Je veux dire quoi? Je veux dire que des fois, non. Il met des commentaires de qualité et il nous a produit un super texte sur la TCI. Donc, c'était l'émission idéale pour l'inviter pour le Flash UFO. Baptiste, comment tu vas? Je vais très bien. Merci de m'inviter. Un grand merci de venir avec nous pour ce Flash UFO. Et puis, voilà, ça faisait un petit moment qu'on en discutait avec Nicolas. Alors, on s'était rencontrés à Paris assez furtivement dans les studios de MadProd dans le cadre d'une émission Enquête paranormale. Et j'avais dit à Nicolas, moi j'aime bien ce que vous faites et je trouve qu'on ne fait pas assez de transversalité entre nos domaines de recherche parce que je ne suis pas sûr qu'elle soit si étanche que ça. Bien au contraire, je pense qu'il y a des vraies transversalités. Alors là, voilà, comme c'était la dernière, j'ai envoyé un petit message à Nicolas qui m'a dit tout de suite, ouais, pas de problème, on veut bien participer. Donc je suis ravi que vous soyez avec nous, Nicolas et Julie. Nicolas et Julie de Spirit Experience. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bonjour à tous. Bonjour, merci beaucoup. Oui, super. Et en plus, on a eu de la chance parce que on s'est contacté dimanche, je crois, ou lundi, Nicolas, je ne sais plus. Ouais, c'est ça, lundi, je crois. Et c'est toujours pareil, je me suis dit, aïe, ce serait quand même chouette, comme c'est un Flash UFO, ce serait quand même chouette que l'univers nous envoie des informations qui permettraient de faire des transversalités, pas des trucs non plus que trop UFO, où ça pourrait être un petit peu pénible, mais plutôt des infos qui nous permettraient de pouvoir discuter justement de nos domaines respectifs. Et Sébastien, je crois que l'univers, encore une fois, m'a écouté. Exactement, alors je ne sais pas ce qu'on a fait pour, mais l'univers nous a écoutés. Je lui avais demandé de gagner au loto. Et puis, et non, ça s'est pas fait, ça, non. Et un autre truc que je peux pas dire à l'antenne, mais bon, voilà, au moins il a répondu. Il a répondu à un surprise. Le plus important, c'est le Flash UFO, hein, le reste, bon. Peut-être qu'il s'est dit les deux autres trucs, non, t'as pas besoin. Alors, ça va être un Flash UFO un petit peu particulier, donc on va pas descendre l'actualité comme on a l'habitude de le faire avec Sébastien. De toute façon, toutes les infos sont disponibles sur notre site. Et puis de toute façon, on va être clair, je sais pas ce que tu en penses, Seb, mais depuis jeudi, c'est une vraie folie. Moi, je n'arrive plus à suivre l'actualité tellement ça tombe dans tous les sens. Voilà. Ah, mais complètement. D'où les cernes. On va peut-être... et la fête aussi. Alors, on va peut-être commencer justement, Seb, pour commencer, on relancera peut-être pas là-dessus, mais on va commencer sur l'article de Politico, de Hot Air, de Medium, sur justement les sénateurs qui veulent que le public voit des rapports d'OVNI du gouvernement. Voilà, si tu peux nous en dire deux petits mots.
Voilà, ça, s'il y avait une info à retenir, ce serait celle-là, parce que là, c'est quand même du lourd, hein, parce que le comité spécial du renseignement, présidé par Marco Rubio, sénateur de Floride, vient de proposer un projet de loi visant d'une part à rendre publiques les informations relatives aux phénomènes aériens non identifiés dans les 6 mois suivant le vote de la dite loi par les 2 chambres américaines, et d'autre part de centraliser les données importantes relatives aux intrusions d'objets inconnus auprès notamment de l'Office of Naval Intelligence, du FBI ou des renseignements en général. Et pour Chris Mellon, qu'on commence à connaître, un membre du TTSA, ancien sous-secrétaire d'État à la Défense pour le renseignement, on commence à rentrer dans quelque chose d'assez lourd, ce sont des grosses avancées. On attend désormais le vote du projet pour qu'effectivement il y ait quelque chose de concret dessus. Ouais. Alors, entre-temps, on vous aura partagé un article énorme de Donald Keough, d'Adam Keough, pardon, Donald c'en est un autre, d'Adam Keough qui explique qui est Chris Mellon. Cet article est absolument passionnant. Et puis, on a traduit également une petite interview de Luis Elizondo dans The Tucker Carlson Show. Voilà, vous cliquez sur les sous-liens, vous avez les sous-titres en français. On va pas développer plus que ça, puisque c'est pas vraiment de ça dont on a envie de parler ce soir, mais on va continuer. Et là, on va commencer à avoir un premier sujet transversal avec un magnifique article, il faut le dire, de sa fifi à son papa, puisque c'est Anne, comment elle s'appelle? Nadia, la très jolie Nadia, avec des très jolis yeux bleus, qui a fait un article dimanche, parce que c'était la fête des papas, sur son père, qui n'est autre que Frank Drake, on va dire le créateur, le géniteur, le concepteur, quelque part, du projet SETI. Tu peux nous en dire quelques mots? Alors, en quelques mots, effectivement, un Nadia Drake donc rend hommage à son père Frank en revenant sur la genèse des recherches de ce brillant astronome. Ainsi est mentionnée la première expérience dont va découler le projet OSMA en 1960, qui deviendra par la suite SETI. Et donc, sa petite entreprise a bien grandi parce que, une chose importante, en 2015, Yuri Milner a injecté plusieurs, voire quelques centaines de millions de dollars sur SETI pour créer la Breakthrough Listen et afin de faire fructifier les différentes recherches qui sont établies depuis plus de 50 ans par Frank Drake. Donc voilà. Alors, Nicolas, Julie, je voulais commencer par ce premier sujet, parce que c'est vrai que quand on voit Frank Drake, dans les années 60, de dire on va mettre les radars vers le ciel pour essayer de trouver un signal radio, à l'époque, il passe pour un barré complet, le gars. Hein. Enfin, je veux dire, c'est même étonnant qu'il soit arrivé à le faire. Mais est-ce que quelque part, on n'est pas tous, à notre façon, dans cette recherche du signal? Ce que je veux dire par là, c'est que Drake essaie d'écouter des émissions radio. On a les médiums qui essaient de capter des messages. On a Ouija, c'est aussi on essaie aussi de capter quelque chose. Et puis on a tout. Alors, j'aime pas le terme. Chasseur de fantômes, je le trouve un petit peu péjoratif. C'est un terme qui vous convient, chasseur de fantômes, d'ailleurs, ou pas vraiment? C'est une question qui revient assez régulièrement sur le tapis. On va dire que c'est un terme un petit peu générique. C'est le terme vulgarisé, grand public. Ouais. Mais de là à dire ce qui nous plaît, non, pas spécialement. Ah ben voilà, parce que moi je vous admets que je le trouve pas très, comment dire, voilà, parce que vous chassez pas déjà. C'est ça, exactement. Voilà, les gens en erreur en plus, parce que il y a des gens qui nous appellent pour que justement on résolve un souci. Ah, voilà, les gens qui ont des problèmes de hantise font des fois appel à nous pour que justement on règle leurs problèmes en chassant. Genre Ghostbusters. Absolument. Genre Ghostbusters. Alors que je suis désolé, c'est une question un petit peu triviale, mais c'est vrai que ce terme chasseur de fantômes m'a toujours un petit peu dérangé. Je trouve qu'il galvaude un petit peu le travail des gens qui réfléchissent justement sur ce sujet. Et alors, donc c'est chasseurs de fantômes qui mettent des caméscopes, qui filment des endroits dont on peut peut-être penser à une énergie un petit peu particulière. Est-ce que quelque part, on n'est pas tous, mais là c'est une question que je vous pose à tous, mais est-ce qu'on n'est pas tous à la recherche d'un signal particulier qui pourrait nous dire que notre réalité est sûrement beaucoup plus large et beaucoup plus vaste que ce qu'on peut capter avec nos pauvres 5 sens, en fait? Oui, c'est évident. C'est vrai que à la recherche d'une énergie qu'on ne quantifie pas et qu'on ne connaît pas aujourd'hui, mais qui est, nous, on le pense en tout cas, au travers toutes les expérimentations qu'on a pu faire et tous les messages qu'on a pu obtenir, qu'il y a quelque chose qui est présent et qu'on arrive peut-être, quand on est ensemble, à canaliser, tout du moins dans des conditions bien particulières. Ouais. Alors, Patrice, une petite question pour toi. J'espère que tu nous entends bien. Oui, c'est bon.
Je sais que tu as Vas-y. participé à des sessions de travail avec, alors j'espère pas me tromper, c'est l'IFRES, hein, c'est ça? Oui, tout à fait. Voilà. Tu peux nous en dire quelques mots de cet organisme? C'est bien l'IFRES, hein, je ne me trompe pas. Oui, l'IFRES, c'est une association qui travaille depuis environ 30 ans sur des modules, caméra et son, pour essayer d'enregistrer effectivement des images de potentielles, entités, esprits, entre guillemets, en plaçant un individu dans une cabine et en faisant des enregistrements sur quelques secondes. Hein. Et ensuite, les images sont analysées, image par image, pour essayer de déceler un lien effectivement entre l'entité captée et peut-être la présence effectivement de la personne qui aurait eu des pensées particulières vis-à-vis peut-être un être cher ou c'est souvent le cas d'ailleurs. Hein, les gens qui viennent, c'est surtout pour être en communication avec des défunts, quoi. Ouais, bah alors, ce qu'il faut dire quand même, c'est assez extraordinaire quand même pour l'IFRES, c'est que tout le matériel, les cabines de montage a été monté essentiellement par la voix d'un esprit quelque part. Hein. Tout a été, psychographié, et sur cette base-là, toute la technique a été montée. Donc, il y a quand même quelque chose qui est vraiment épatant, quoi. Ouais. Et même en termes d'image, en termes de, je sais pas si c'est de la pareidolie, mais quand on regarde certaines captures, c'est assez impressionnant. Des fois, les visages qui se dessinent ou des chiffres qui se dessinent, c'est. Alors, est-ce que c'est l'esprit qui te joue un tour, mais c'est bluffant. Ouais, alors, petite question pour Baptiste. Alors, je pense que Baptiste, tu connais le film Contact, bien sûr. Enfin, Contact, et quelque part, moi, la scène finale de Contact, enfin pas la scène finale, mais pratiquement la scène finale de Contact m'a toujours estomaqué, là où elle voyage dans cette espèce de trou de verre et où en fait elle se retrouve dans un décor mais qui correspond à un décor qu'elle construit elle-même en fait, et où l'entité vient sous les traits du visage de son père, et il dit on a pensé que ce serait plus simple comme ça au départ. Ça c'est quand même alors voilà, est-ce que quelque part, le médiateur, c'est-à-dire nous, enfin en tout cas l'élément médium, n'aurait pas un rôle de projection quelque part sur ce qui est capté, mais que ce soit dans tous les domaines en fait. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est certain, on a forcément une projection, de toute façon, parce qu'on est humain. On ne peut pas se détacher de nous-mêmes, donc on projette forcément qui on est sur ce qu'on voit. Il y a quelque chose de très simple que vous pouvez faire. Les premières fois où vous dessinez, vous allez toujours dessiner votre visage en premier. Parce que c'est le visage que vous allez le plus voir dans votre vie, dans le miroir, c'est lui que vous allez associer à l'image de vous-même. Et votre visage dans le miroir est toujours renversé par rapport à votre visage dans la réalité. Si vous regardez votre photographie, vous le voyez dans le bon endroit. Si vous le regardez dans le miroir, vous le voyez inversé. Et vous aurez tout de suite cette dualité qui va apparaître. C'est pour ça que le miroir est très très souvent utilisé dans les films comme symbolique de la personnalité. Ouais. Et dès qu'on parle à quelqu'un, dès qu'on se souvient de quelqu'un, c'est littéralement des morceaux de notre cerveau qui prennent le rôle de cette personne-là pour nous faire anticiper les émotions qu'on va lui provoquer. Donc une grande partie de notre intellect sert à faire ça en fait. Ça c'est passionnant parce que ça veut dire que plus on va être ouvert à une multiplicité de sujets, ou plus on va être ouvert, je dirais, à des possibilités et non pas à des dogmes, hein, plus on va normalement améliorer les informations qu'on pourrait attraper d'ici de là quand même. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, Nicolas, Julie. Ça vous paraît moi, je vous dis, j'ai toujours été un petit peu gêné par ces étanchéités. Entre les domaines, voilà, il y a les fantômes, il y a les démons, il y a les extraterrestres, et puis on dirait que tout ce petit monde a du mal à communiquer quand même. Alors je sais que vous faites pas mal de déplacements, de forums. Comment ça se passe avec les ufologues en général? Quel ressenti vous en avez? C'est toi qui les contactes plus, Ouais, mais c'est très limité. C'est vrai que c'est très limité. La plupart des ufologues ne s'intéressent pas spécialement au paranormal, en fait. Ouais, c'est vrai. Ce sont deux domaines complètement différents, et c'est vrai que c'est un petit peu dommage, mais les deux domaines sont tellement vastes aussi bien l'un que l'autre que on ne peut pas, je pense, s'intéresser pleinement aux deux. Bon, il y en a qui le font, comme Nicolas Augusto, hein, qui était d'ailleurs parfois... Qu'on salue d'ailleurs. Salut Nico. Et qu'on salue, hein, Nico, hein, au passage, bien sûr. Mais c'est vrai que la plupart du temps, les ufologues sont plus préoccupés par leur travail d'ufologue, par gérer les tensions qu'il y a entre les différents ufologues présents sur site. Moi, je dis ça d'un œil complètement extérieur. On a les mêmes soucis entre nous. C'est ce que j'allais vous demander. Est-ce qu'il y a les mêmes soucis dans votre domaine que oui? C'est le village d'Astérix, hein. C'est un petit peu ça, et c'est assez étonnant de voir qu'effectivement, même si nos domaines, on reste dans le domaine de l'inexpliqué, et même si on ne se côtoie pas, on est régulièrement soumis exactement aux mêmes problèmes, aux mêmes problématiques.
Ouais. Et c'est assez fou de le voir ça. Bon, Camille, toi qui as... j'allais dire non, mais non, on va le dire différemment. Je sais pas ce que tu allais dire, donc Toi au qui, final. toi qui es assis sur 2 chaises au final, voilà, on va le dire comme ça. Ouais. Parce que toi, tu viens. On va rappeler quand même que Camille ne vient absolument pas du monde ufologique et je dirais même a parfois un petit peu de mal à vraiment adhérer, je dirais. Enfin, je crois que... C'est que des fois j'ai des incompréhensions parce que effectivement mon premier domaine c'est plus comme Nico et Julie en fait, associé avec du bien-être et enfin voilà bien-être paranormal etc. L'énergétique, voilà, ouais. Oui voilà, je suis venue à l'ufologie parce que j'habite à Valençol, ce qui est le lieu d'un événement mythique maintenant. Mais donc oui, je m'y intéresse à l'ufologie, mais c'est vrai que je porte un autre regard là-dessus. Et il y a des fois, j'ai une incompréhension totale face aux guéguerres qui peuvent avoir lieu. Et aussi, je suis parfois choquée par l'étroitesse d'esprit de certains ufologues ou de certains passionnés, parce que c'est peut-être mon point de vue qui est peut-être je suis peut-être un peu utopique, utopiste, mais je me suis dit, les mecs, ils regardent les étoiles, ils sont ouverts vers un monde gigantesque, et ils doivent avoir l'esprit ouvert. C'est un peu bête, mais et en fait, pas du tout. Et c'est vraiment hyper rationnel. Si c'est pas factuel, on prend pas en compte. Alors que non, il y a d'autres choses. Si je remonte dans 300 ans avec mon téléphone et que je dis cet appareil-là permettra dans 300 ans avec un relais et un autre appareil de communiquer à des milliers de kilomètres, c'est de la science, mais pour les gens à qui je vais dire ça, ils vont dire c'est de la magie ou c'est des conneries, quoi. Enfin, ça me paraît quand même... On est dans une ère qui pour moi est fabuleuse parce que justement aujourd'hui on peut s'appuyer sur des choses scientifiques pour pouvoir prouver un petit peu tout ça, que ce soit au niveau de l'ufologie, au niveau voilà de la médiumnité, il y a plein de sujets où ben voilà, la science a évolué et aujourd'hui on peut prouver certaines choses alors que il y a quelques années en arrière, ben on finissait sur le bûcher à avoir des pensées. Voilà. Mais c'est un petit peu comme en science, en médecine, tout ce qui est expérience de mort imminente, c'est moins tabou. Même les infirmières commencent à être un petit peu sensibilisées à ça. Le parallèle avec l'ufologie, c'est que où les journalistes scientifiques en général parlent plus des exoplanètes et des civilisations potentiellement avancées. Donc là-dessus, il y a peut-être justement une avancée dans les deux domaines. Patrice, en 2015, tu étais, on était quelque part aux premières loges parce qu'on a tous les deux. Ah, on a perdu, on va les retrouver. Ça a figé. On a découvert le livre OVNI et Conscience, qui a quand même été un pavé dans la mare. Je pense que tu seras d'accord avec moi pour dire que ça a été quand même assez violent comme réaction de certains ufologues. Oui, c'est clair, parce qu'on a encore cette impression que, par exemple, le MUFON France était au service de l'État, qu'il avait encore qui participait justement à cacher des secrets, et qu'en plus, la première aventure du MUFON, c'était avec Jacques Patenay. Oui, alors, on va rappeler quand même on va rappeler, Patrice, pour ceux qui ne le savent pas, que tu as fait déjà partie de la première aventure du MUFON, puisqu'il y a eu une première tentative de 2013 à 2015, je crois, en gros, c'était ça? Ouais, enfin, ça n'a pas duré très longtemps parce que du coup, effectivement, il y avait trop de bis. Il y avait un MUFON qui voulait fonctionner un petit peu avec les règles du GEPAN parce que c'était l'expérience de M. Patenay à l'époque et ça n'a pas fonctionné. Donc, le voir arriver encore, le MUFON, c'est encore arrivé avec un espèce de spectre, finalement, où on se pose la question de savoir mais qu'est-ce que ça va être cet engin-là encore qu'est-ce qu'il y a derrière? Enfin, il y a encore du fantasme autour de ça. Donc, c'est un grand problème. Sans parler effectivement des guerres de cochers qui étaient déjà en place depuis des années et des années. Donc, on a rajouté encore une couche à tout ça. Et c'est humain, en fait, finalement. La nouveauté va attirer aussi bien les parasites que des choses lumineuses. Donc, mais comme dans tout. Oui, c'est ça. C'est ça. Pas simple. On parlait du paranormal tout à l'heure, où ils avaient les mêmes problèmes, mais c'est parce que c'est de l'humain, c'est tout. Voilà. C'est ça. Bon, aujourd'hui, si on a des problèmes au niveau avec la science, c'est simplement parce que le concept même de la conscience n'est pas encore quelque chose qui a été pris en compte. Et je parle là par rapport aux scientifiques dits, légitimes dans leurs fonctions, ceux qu'on écoute, les élites, entre guillemets. Et on est en train de passer le pas parce qu'on a en face des scientifiques qui ont pris le sujet de la conscience à bras le corps, qui s'opposent notamment aux gens scientifiques dits de l'élite, et on voit bien que voilà, il y a un combat qui est livré.
Mais la conscience, pour moi, a fait une fracture justement dans l'esprit scientifique matérialiste, entre guillemets. Et à cela sera ajouté, je pense, dans plusieurs années, le lien avec le spirituel. Je pense qu'il y a... Lorsque tu parles de conscience, finalement, la conscience, c'est le pont entre la spiritualité et la science en tant que telle, c'est-à-dire à travers les faits, quoi. Complètement. Alors, juste en aparté, Camille, tu crois que tu peux envoyer un petit message à Nicolas, savoir si ils ont une difficulté de connexion ou pas? Parce que c'est vrai que ce serait quand même dommage de se priver de leur présence. Mais même si on parle, tiens, justement pour faire le lien avec un ufologue de renom, si ce n'est le meilleur d'entre nous, comme disaient certains, Jacques Vallée était absolument pas fermé, au contraire, sur la transversalité entre ufologie et un certain folklore, dans le bon sens du terme, qui amène justement au paranormal en général, quoi, hein. Il en a payé le prix, hein. Oui, il en a payé mais le prix, voilà, et ça reste quand même quelqu'un de l'un des meilleurs et en ufologie. Voilà. Tout à fait. Et puis il y a des gens qui ont suivi derrière maintenant aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'ils ne se école. retrouvent pas seuls justement à avoir ce combat-là. Donc c'est toute l'importance de la chose aujourd'hui, quoi. D'ailleurs, on parlait de Carl Sagan tout à l'heure. Baptiste, je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi, mais Sagan était quand même quelqu'un de très rationaliste qui a eu des mots assez agressif envers Allen Hynek, et Allen Hynek qui lui tendait la main, qui disait mais je pense qu'on parle des mêmes choses, et Sagan qui disait non, on n'est pas du même monde, vous êtes grosso modo vous êtes un farfelu et je ne discute pas avec vous. Mais encore une fois, on a l'impression quand même peut-être qu'il assumait pas complètement ses convictions, et quelque part qu'il les a transmis à travers ce roman Contact, parce qu'il avait du mal à les dire de façon ouverte, ou en tout cas dire moi je pense que c'est ça la clé, quoi. Je sais pas ce que tu en penses. Il y a le problème du crédit de la science, c'est-à-dire qu'un scientifique, on l'écoute à partir du moment où ce qu'il dit est raisonné et correspond au cadre dans lequel il parle. Si jamais le scientifique commence à prendre une position qui est légèrement biaisée par rapport au cadre, ça peut remettre en cause toute sa réputation. Et sa réputation, c'est ce qui fait qu'il est un scientifique. C'est ce qui fait qu'il est imprimé, qu'il peut faire des recherches, qu'il a des crédits. J'ai un très grand respect pour les ingénieurs et les scientifiques. Je connais la dureté de leur boulot et le peu de moyens qu'on leur donne. J'ai absolument aucun problème avec un scientifique qui refuse de parler de ce sujet-là, parce que lui, c'est toute sa carrière qui met en jeu, toute sa crédibilité. Où il en parle en fin de carrière. Ça vienne de l'extérieur. Il faut d'abord qu'on acclimate le sujet, qu'on le désamorce très honnêtement, parce qu'il y a une vraie incompréhension entre ce qu'est la science et ce que les gens pensent de la science. Les gens pensent qu'en prenant des faits qui se produisent et en les assignant pour justifier leur théorie, ça justifie leur théorie. Alors que non, une théorie sert à justifier tous les faits. Tant que tous les faits ne sont pas justifiés, votre théorie ne tient pas debout, en fait. Ouais, c'est vrai. Il y a beaucoup de métiers où effectivement, ces gens, je parle par exemple notamment des médecins, c'est un exemple parmi tant d'autres, hein, parce qu'il y a beaucoup de corps de métiers qui ont ce problème-là aussi, mais un médecin qui, par exemple, va vouloir travailler au niveau énergétique, ne peut pas le dire clairement, parce que sinon, il va être brimé, et l'ordre des médecins risque de lui tomber dessus assez rapidement. Donc, ça ne veut pas dire que ces médecins-là et que tous les médecins n'y croient pas ou ne le prennent pas en compte. C'est aussi, il y a des fois, ils ne peuvent pas. Et il y a beaucoup de carrières comme ça qui sont remises en question. Les archéologues, c'est pareil. Il y a des choses où on leur interdit de dire telle et telle chose parce que sinon, ils sont rayés de la carte. On peut parler de Charbonnier, par exemple. Charbonnier qui a été quand même fortement attaqué. Alors, il faut savoir que Charbonnier a été convoqué, on va dire ça comme ça, par la justice, mais que ça n'a rien à voir. Ça, faut quand même le dire. Charbonnier a été convoqué pour un problème fiscal, pas pour un problème de méthode, au final. Même si l'ordre des médecins l'attaque vertement, il a été entendu dans le cadre d'un problème fiscal, mais qui est fiscal. Alors, est-ce qu'il a oublié? Est-ce qu'il est distrait? Est-ce qu'il n'a pas tout les petits chiffres où il fallait dans les petites cases? Mais enfin, bon, voilà, ce ne sera pas le premier à se tromper sur ses impôts, et on a des hommes politiques de premier ordre qui apparemment ont aussi des phobies administratives, et on ne les lynche pas sur la place publique pour ça. Ils font même des petits pas de danse pendant la fête de la musique, donc tout va bien. On a retrouvé Nico et Julie. Synchronicité parfaite. Ouais. Excusez-nous, on a eu il faut payer l'abonnement, hein, il faut payer l'abonnement Internet, sinon. Avec la box, ça plantait, je ne sais pas ce qui s'est passé. Tout va bien. Est-ce qu'on doit le prendre comme un signe? Ça, c'est quand même inquiétant, quoi. On va voir si ça se reproduit. On dérange, messieurs, dames, on dérange. Problème de signal?
peut-être pour en revenir au sujet. Non, effectivement. Alors, ce que je vous propose, comme vous êtes revenu, on va clôturer sur non pas la problématique, mais en tout cas l'idéologie du signal. Voilà, bon, moi je pense qu'encore une fois, et c'est pour ça encore une fois que je suis vraiment ravi d'avoir Nicolas et Julie avec nous, parce que je suis persuadé, et en tout cas au MUFON, on va essayer de le faire proprement et avec les gens sérieux, de créer des transversalités, de se parler et de s'ouvrir aussi un petit peu nos méthodes, parce que faut savoir que sur les méthodes de travail, c'est assez proche, hein, dans l'enquête, dans la méthodologie, dans l'approche du témoin. Je pense qu'on a, pour en avoir discuté avec Nico justement, Nico Augusto, on a quand même des vraies transversalités et des choses assez communes, et c'est tant mieux, parce que ça veut dire qu'on travaille sérieusement et qu'on essaie de chercher et non pas d'être dans la croyance. Alors, ce que je vous propose, Monsieur Seb. Oui. Alors, est-ce que je parle peut-être du colloque de Coucy, Ouais, parlons du par colloque. exemple, hein, Ouais. et non pas de Et Carcy. puis après, on abordera le texte de Baptiste, effectivement. Ok, ça marche. Ouais, donc alors rapidement, hein, les réalités invisibles de Morvan Salaise, qui a eu lieu au colloque de Coucy en 2018. Donc Morvan Salaise, auteur, conférencier, docteur en astrophysique, partage avec nous son analyse sur les réalités invisibles dont peuvent faire notamment partie les expériences vécues de type abduction. En effet, ce genre de récit semble bousculer notre physique, notre conception de la réalité, on en parlait, et pourtant ce cadre pourrait bien être élargi par finalement et repousser nos limites quant à la compréhension du réel et non de notre réel, qui sont deux choses différentes. Alors, c'est Patrice qui nous a partagé cette vidéo. Alors, Patrice, d'ailleurs, on salue Sonia Jacobet, qui est une des co-organisatrices, hein, si je ne dis pas de bêtises, des réalités invisibles. Oui, tout à fait. C'est la présidente de l'association Les Réalités Invisibles. Ouais. Alors, Sonia, j'avais eu le plaisir de faire un petit événement que Sylvie Joubert avait organisé il y a pratiquement 1 an maintenant. Donc, on s'était rencontrés. Voilà, c'était quelque chose d'assez ouvert, d'assez sympa. Toi, les réalités invisibles, tu y vas tous les ans pratiquement maintenant. Non, j'ai des relations assez fréquentes avec Sonia, notamment pour tout ce qui est gestion de site et même pour discuter justement d'un certain nombre de faits sur l'ufologie. Donc on se voit fréquemment. Ouais. Ça va changer un petit peu après l'été, ça va prendre une nouvelle formule. Donc tout ça, c'est en préparation pour l'instant. On suivra ça de près et n'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube des Réalités Invisibles, parce qu'il n'y a pas que la vidéo de Morvan Salaise, il y a aussi une vidéo de Nicolas Dumont. Il y a Le Terrier aussi qui fait un boulot intéressant à travers le chamanisme. Voilà, il y a de quoi s'ouvrir un petit peu la tronche. Et comme me disait un de mes amis, de l'extérieur, nous pouvons paraître fêlés, mais c'est peut-être par cette fêlure que passe la lumière. C'est pas de moi, mais je trouve que c'est joli quand même. Ça nous va bien. Oui, je sais. Ouais. Non, mais je l'avais préparé depuis 3 jours, celle-là. Donc je vais la sortir sans s'abonner. Voilà, ça change. Ouais. C'est un travail. Hein. J'ai dû passer en temps partiel pour préparer ces émissions. Alors, on va aborder, Baptiste, un superbe texte que tu nous as offert, parce qu'il faut dire le mot, tu nous l'as offert, dans le sens où on en a eu l'exclusivité, et je te remercie vraiment chaudement, parce que je pense que c'est aussi un de nos rôles, justement, de pouvoir donner des tribunes à des gens qui ont des choses intéressantes à dire. Et cet artiste, tu l'as appelé une hypothèse de recherche, le lien entre les ovnis et la TCI, ça ne pouvait que nous intriguer. Effectivement, Baptiste, ici nous... pardon. Alors, juste Sébastien va nous résumer en 2 petits mots. J'étais parti, moi. Donc. Alors, très rapidement, Baptiste, tu nous proposes une transversalité. Donc, on colle exactement au thème de l'émission entre la TCI, fréquemment associée à la recherche de la vie après la mort, et le phénomène OVNI. En effet, certains enregistrements ne semblent pas être liés à une communication avec l'au-delà. Par conséquent, peut-on utiliser la TCI pour expliquer le phénomène OVNI ? Eh bien, on en parle. Alors, Baptiste, il faut que tu nous expliques ça, je veux que les gens l'entendent. La genèse de ce texte, la genèse de cette recherche, elle est quand même super étonnante. Tu peux nous en dire quelques mots ? Avec le passé, je ne ferai pas 2 fois la même erreur, mais globalement, il y a 2 ans, j'avais fait une foire aux questions avec mes élèves. J'en ai 400, parce que tout le collège. Et les 2 questions qui étaient revenues à chaque fois, dans chaque classe, quels que soient les âges des enfants, étaient: est-ce qu'il y a des extraterrestres et est-ce qu'il y a une vie après la mort ? C'est dingue ça, quand même. Quelque forme que ce soit. Ouais. Et il y avait plein d'autres questions, mais ces 2-là étaient revenus dans toutes les classes. Et je m'en fous. Ça t'avait étonné ou pas ? Ça t'avait étonné ? À ce point-là, oui, parce que c'est philosophique. C'est ça, ils n'ont jamais touché un seul sujet de philosophie, ils n'ont jamais eu un cours de philosophie. Ils commencent l'éducation civique et c'est ces 2 questions-là qui ressortent.
Donc ça C'est veut dire que incroyable. c'est fondamentalement ancré. Et je leur avais promis que je ferais la meilleure recherche possible pour leur donner une bonne réponse. Et voilà, 2 ans plus tard, je suis encore dessus. C'est clair. Quelque part, ce sont les élèves qui t'ont envoyé dans ce bousin. Vous m'entendez bien ou pas? Oui. Oui, c'est bon, Ça c'est va. bon. J'ai l'impression que ça gèle un petit peu. 2 ans de recherche pour arriver à ce texte. Alors là, c'est sûr que la TCI, moi, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. On va laisser peut-être Julie nous parler un petit peu de ses recherches justement sur la TCI parce qu'elle a des choses très intéressantes à nous dire à ce sujet. Oui, c'est vrai que j'avais fait des recherches un petit peu sur ce que je pouvais trouver comme article sur le fonctionnement un petit peu de la TCI. Et en fait, il y a quelques chercheurs qui sont un petit peu penchés sur la question. Et c'est vrai que ce qui ressort est très intéressant. En fait, c'est déjà un peu de la physique qu'il faut aller chercher un petit peu dans la physique pour trouver un début de réponse au fonctionnement. Ce qui ressort des textes que j'ai trouvés, c'est qu'il y a des informations qui sont contenues dans le vide, ce qu'on appelle le vide. En tout cas, ces informations sont là, elles sont présentes. Et on va dire certaines personnes psychiquement douées, en tout cas c'est comme ça que c'est dit dans les articles qui ont été publiés, en tout cas ces personnes psychiquement douées ont des ondes cérébrales légèrement différentes du commun des mortels, des ondes classiques que nous avons entre autres, et ils arrivent à capter ces informations qui sont contenues dans le vide. Et lors de communication, lors de TCI, de communication transinstrumentale, ils servent finalement de relais entre ces informations qu'ils arrivent à capter et ils les transmettent au poste radio finalement qui arrive, ou enregistreur. ou enregistreur, qui ne sert finalement juste que de convertisseur pour que ce soit audible à l'oreille humaine. Et c'est vrai que cette théorie a été élaborée avec des observations qui sont très simples, c'est-à-dire que quand dans la pièce, il n'y a pas de personne psychiquement douée, il n'y a aucun résultat qui est obtenu. À partir du moment où vous intégrez dans la pièce une personne qui a ses ondes cérébrales légèrement différentes, vous allez commencer à obtenir des résultats. Et c'est des compilations de résultats qui sont vraiment extrêmement massives, que la personne soit consciente de sa capacité ou non. C'est ça qui est intéressant aussi. Donc voilà, j'ai été très surprise de voir qu'il y avait vraiment des articles très élaborés, très poussés, qui arrivaient à émettre des hypothèses aussi approfondies que celle-ci. Et c'est très dommage qu'on n'en parle pas plus. Qu'on creuse pas plus, parce qu'il y a quand même deux difficultés. Partons du postulat qu'effectivement certaines personnes possèdent des capacités psy, ce qu'on appelle des capacités psy, et ça pour moi c'est pas du surnaturel, c'est tout à fait possible. Il y a des gens qui ont un sens de l'intuition, il y a des gens qui arrivent presque à savoir ce que vous allez faire ou ce que vous allez dire. Enfin voilà, je pense que ça c'est pas quelque chose de surnaturel, c'est juste quelque chose de pas étudié. Mais dans le cas de la TCI, de quelqu'un qui arrive à marquer une bande, quelque chose, un écran, est-ce qu'il n'y a pas le risque quand même que ce qu'on voie ne soit que le résultat de la personne, mais que ce ne soit pas spécialement un signal qui vient de l'extérieur? Qu'est-ce que tu en penses, toi, Baptiste? C'est quand même compliqué aujourd'hui. Non, c'est vrai, c'est une très bonne question. Après, on ne verrait pas comment physiquement il serait capable de projeter des ondes électromagnétiques assez puissantes pour modifier une donnée à ce niveau-là, sachant qu'elle est enregistrée en binaire. Vraiment, physiquement, on n'arrive pas à comprendre comment ça se passerait. Après, c'est un biais qui est possible aussi, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des décharges électromagnétiques, il peut y avoir des ondes radio qui ricochent sur la ionosphère, qui peuvent revenir dans des cas extrêmement rares, mais ça a été détecté. C'est pour ça que moi, c'est un procédé que j'ai testé. J'ai vérifié que c'était possible et que c'était extrêmement étrange, mais j'ai essayé de travailler en circuit fermé justement pour éviter que le signal puisse venir de l'intérieur. Moi, j'ai travaillé surtout sur la théorie du chaos et des générateurs de hasard et de voir est-ce que je pouvais les rendre cohérents au fur et à mesure du temps avec mon interaction avec eux, en fait. Mais ça crée un autre biais aussi, mais c'est un biais moins dérangeant parce que là, c'est un système clos, alors que l'autre est un système ouvert. Alors, si on parle de TCI, bon, alors il faut savoir quand même, allez, je crois que vous serez d'accord avec moi, le précurseur en termes de TCI, c'est quand même Allan Kardec. Est-ce qu'on peut le dire ou pas? Ou ça remonte encore à avant? Il a codifié, on va dire, quelque chose d'intelligible. Oui. Allan Kardec,
C'est un Français, hein, Cocorico, hein, quand même. Et Alan Kardec a exporté son concept, non pas en France, parce qu'en France, c'est un inconnu, Alan Kardec. Hein, vous parlez de Rivile, personne ne sait qui c'est. On est en 1800, hein, 1820, quand il commence à écrire à faire ses premières expériences. Par contre, au Brésil, le gars, c'est une icône, c'est un monument, et il est même à l'origine du spiritisme, qui est une véritable religion au Brésil. Et moi, au Brésil, il y a une personne que j'aimerais réellement rencontrer. C'est pas un joueur de foot, bah non. C'est une dame qui s'appelle Sonia Rinaldi. Ouais, moi, je suis pas très foot. Alors, est-ce que vous connaissez les travaux de Sonia Rinaldi, ou un petit peu? Alors, c'est déjà ressorti quelques fois, mais on n'a pas creusé. Non. Ouais. Alors, Sonia Rinaldi, s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Et c'est en ça que j'aimerais beaucoup lui parler. C'est que Sonia Rinaldi, au départ, et ce que disait Sébastien dans son résumé, c'est que Sonia Rinaldi utilisait la TCI avec des écrans et autres, mais plutôt pour communiquer avec ce qu'on appelle les défunts. Encore, qu'est-ce que la mort? Ça, c'est encore un autre débat qu'on n'ouvrira pas aujourd'hui, parce que sinon, on va devoir commander des pizzas et on n'est pas couché. Mais là où elle a été étonnée, c'est qu'elle travaillait donc sur la piste des défunts et autres, et qu'elle s'est retrouvée quand même avec des photos d'entités, ce coup-là, ils n'ont plus de visage, qui ressemblaient énormément à ce qu'on peut décrire comme un petit gris ou des choses comme ça. En fait, elle s'est retrouvée, malgré elle, à capter des choses qu'elle a été obligée de qualifier, non plus cette fois-ci d'outre-monde, mais d'extraterrestre. Toi, Baptiste, tu as un petit peu suivi les travaux de Sonia ou pas? Oui, mais dans la globalité des TCI qui sont utilisés au Brésil, parce que c'est un très très grand champ là-bas, c'est vraiment culturellement ancré, et ils n'ont pas du tout le recul que nous on pourrait avoir. Pour eux, c'est admis, c'est point barre, il y a pas. Non, c'est. Ce qui est intéressant, c'est de voir le contenu des TCI. Est-ce que c'est fondamentalement religieux ou c'est autre chose? Parce que ce serait extrêmement simple pour eux de dire un mot religieux. Il y a une culture religieuse, je dirais. Hein, oui, tout à fait. Et systématiquement, moi, dans mon cas, ils ont évité le sujet, où ils ont utilisé des paraboles, où ils refusent vraiment d'aller là-dedans. Et c'est quelque chose qu'on peut retrouver aussi au Brésil, alors que là-bas, la religion est vraiment absolument partout. Alors, je vous pose une question, Nicolas et Julie, mais est-ce que le Ouija est une forme de TCI ou pas? Ou on est sur quelque chose de totalement différent? Parce que c'est un outil, le Ouija, malgré tout. C'est un outil qui est piloté entre un médium, enfin en tout cas quelqu'un qui a les mains dessus et qui se laisse guider, je dirais. Donc est-ce que vous pourriez considérer ça comme de la TCI ou pas du tout? C'est de la transcommunication psy? Oui. Je trouve que ça fonctionne, d'après les dernières données qu'on a réussi à obtenir, parce que nous, en fait, on n'a pas vraiment, même presque plus du tout des dialogues typés, ce qu'on appelle typés défunts. On a vraiment des informations qui sont beaucoup plus métaphysiques. On parle de Big Bang, on a vraiment des discussions. Là, on a parlé récemment d'éclipses magnétiques solaires. On parle de solstice. Vraiment, ça va bien au-delà que les communications classiques. Et là, en ce moment, on est beaucoup plus sur la réincarnation, bizarrement. Oui, mais on a été auparavant, et c'est là où je voulais en venir, sur comment fonctionne une communication Ouija. Et il semblerait que dans notre équipe, il y ait ce qu'on appelle un receveur. Et donc, du coup, je fais complètement le parallèle avec ce qui a été publié à propos de la TCI radio, c'est-à-dire que notre receveur reçoit donc le message et le transmet par l'intermédiaire de la planche, comme le fait la radio qui transmet ces informations en ondes radio qui sont audibles par l'être humain. Nous, on arrive à lire les lettres qui sont épelées. Mais finalement, il y a des informations qui lui parviennent d'où on n'arrive pas à saisir cette provenance. Mais en tout cas, ces informations transitent par lui, c'est sûr. sous réserve que le groupe arrive à fournir suffisamment d'énergie pour que cette connexion soit établie. Et ça, c'est les dernières informations qu'on a eues. C'est complètement stupéfiant, en fait. Et le parallèle avec la TCI se fait, je trouve, aisément. Donc, moi, j'ai tendance à dire que oui, clairement, en tout cas dans notre cas, on peut dire que la Ouija est une forme de TCI. Je vous pose une question un petit peu à part. Alors, je suis désolé si ça fait cliché, mais malgré tout, on en parle parce qu'il y a peut-être des plus jeunes qui vont regarder cette émission et qui vont entendre parler de Ouija.
Mollo, quand même, sur le Ouija, on est bien d'accord. Enfin, il faut pas faire ça n'importe comment non plus, quoi. Ou pas. De votre expérience. Honnêtement, il faut avoir conscience d'où proviennent cette image dégradée qu'a la Ouija. Et une fois qu'on en prend conscience, on réalise que ces a priori sont largement issus du cinéma et de la religion. Et finalement, une fois qu'on arrive à se purger de tout ça, on se rend compte que c'est un outil. C'est un outil au même titre que la radio quand vous faites de la cléphilie, au même titre que le tarot, le pendule ou n'importe quel instrument. Alors évidemment, quand un instrument est mal utilisé, il peut parfois représenter un danger. Dangereux, ouais. Voilà, à partir du moment où votre intention, nous on a tendance à remarquer ça, à partir du moment où l'intention est louable, que vous voulez vraiment, si votre intention est de vous faire peur, vous allez en avoir pour votre argent. Si votre intention est réellement d'avoir un contact, vous serez aussi récompensé. Je vous admets que j'avais été un petit peu heurté par un marchand de jouets, je sais plus lequel, je crois que c'était Hasbro ou je sais pas, qui avait sorti une Ouija pour les enfants, quoi. Et j'avais dit, mais c'est une folie, quoi. Mais Hasbro est propriétaire du brevet. Hein. Hasbro est propriétaire du brevet original de la Ouija. C'est un jouet. Hein. Ouais. C'est un divertissement. Mais encore une fois, tout est histoire de croyance, en fait. Hein. Ouais, peut-être. Ouais, et on attire aussi ce en quoi on croit. Donc, si on croit qu'on va se faire peur avec le Ouija, c'est exactement ce qu'on va attirer. Pour l'ufologie, c'est exactement le même schéma. Ouais, c'est un petit peu ça. J'avais juste une... Pardon. Oui, vas-y. J'avais juste une question pour Nicolas et Julie. Est-ce que ça c'est une question personnelle, est-ce que vous pensez que la qualité de receveur est innée à chaque personne et qu'il suffit de la travailler, ou est-ce qu'il y en a qui, de toute façon, peu importe le travail qu'ils vont faire, jamais ils recevront quoi que ce soit, ou jamais ils ne seront médiums dans le grand sens du terme, quoi. Alors, on avait eu des informations, on avait posé la question. Est-ce que tu te rappelles, toi, Alors, moi, je ne me rappelle plus de ça exactement, mais en ayant un petit peu discuté avec quelqu'un qui, au départ, n'était pas du tout receveur, qui aujourd'hui a fait de l'écriture automatique, puis est passé en écriture inspirée, donc c'est encore un petit cran au-dessus. Lui n'était pas du tout dans cette optique-là. Il a travaillé pour ça. Donc, lui nous a raconté son expérience et nous dit que il ne veut pas croire sur le fait que ce soit un don, qu'effectivement, comme dans toute chose, il y a des prédispositions c'est ça. pour y arriver. Mais il y en a qui vont, comme ceux qui savent jouer du piano, il y a des gens qui vont prendre une année de leçon de piano, ils vont arriver à bien jouer, alors que les autres vont mal y arriver. Et bien en fait, c'est exactement pareil. Je pense que ça peut se travailler. C'est très intéressant. Selon les personnes. Je tiens à valider parce que j'ai exactement le même exemple, soit du piano ou du dessin. Voilà. Non, mais moi, je suis pas dessinatrice. Par exemple, je vous fais un dessin, je vous fais la petite maison, le soleil, etc. Il y en a, naturellement, ils vont avoir beaucoup de crayons. Mais par contre, si je vais prendre des cours de dessin, je vais m'améliorer. Je serai peut-être pas à la hauteur des autres, mais je peux avoir un bon crayon si j'apprends. Je vais prendre cet exemple-là parce que dernièrement, j'ai vu le film biographique d'Elton John. Et malgré tout, Elton John est un génie du piano dès le départ, mais quand même, sa mère a quand même la bonne idée de le mettre quand même dans des cours de piano. Alors peut-être qu'il aurait été très bon au piano, mais peut-être que ses cours l'ont rendu complètement virtuose. Voilà. Donc c'est vrai que ce serait intéressant de détecter les potentialités et après trouver les bons schémas pour voir s'il y a quelque chose. Alors Baptiste, moi j'avais une question quand même, parce que on n'a pas la fin de l'histoire. Tes 400 élèves te disent, est-ce que les extraterrestres existent? Est-ce que la mort existe? Toi tu fais tes recherches, mais comment tu peux leur retranscrire tes recherches sans passer pour un fou furieux auprès des parents? Parce que là, tu vas leur faire des cauchemars quand même. Le reste scientifique, c'est aussi bête que ça. J'aurais dit, on a détecté des choses, on ne sait pas ce que c'est, et on n'a pas de preuve que les fantômes existent ou qu'ils n'existent pas. C'est aussi simple. Ouais, mais alors là tu as l'escadrille, la patrouille des sachants qui te tombent dessus en disant, mais monsieur, comment vous pouvez dire ça, comment vous pouvez affirmer ça à des enfants? C'est chaud quand même, non? Ou c'est moi qui me fais des idées? Ça reste formel. Personne n'a de preuves formelles que ce sont des extraterrestres, personne n'a de preuves formelles que ce sont des fantômes. À partir du moment où j'en reste là, moi je peux faire des recherches de mon côté, peut-être un jour, à la fin de ma vie, je trouverai une preuve formelle, mais mon rôle en tant que professeur n'est pas de montrer mes recherches, c'est de leur dire ce qui va les structurer. Leur donner des méthodes aussi, peut-être. Ouais. Ce qui va les structurer eux-mêmes, c'est tout simplement d'avoir les faits scientifiques. Et eux vont se faire leur opinion ensuite tout seuls, s'ils sont bien éduqués.
C'est la base de la philosophie. Je dis toujours qu'on fait pas assez de philosophie à l'école, mais enfin bon, Tout à fait. en même temps. Et le fruit de ton travail, ça y est, tu leur as donné un petit peu, tu leur as partagé ou pas encore? Non, parce que je leur avais donné les réponses avant de faire la recherche dans ces domaines-là, parce que je leur avais dit que ça me prendrait du temps. Donc la recherche, je suis encore en train de la faire parce que moi, j'ai vu, en travaillant d'abord sur la TCI, puis sur les zoniques, qu'en fait, c'était le même protocole. Donc j'essaye de trouver des arguments scientifiques qui pourraient relier les deux. Parce que pour moi, il y a une sorte de terrain incognita entre les différents domaines qu'on n'arrive clair. pas à maîtriser en Ce ce qu'on moment. disait, ouais. Avec d'un C'est côté clair. une physique quantique, une physique newtonienne, une théorie du chaos. On a les rêves hypnagogiques, on sait qu'il y a aussi un truc à l'intérieur, mais personne ne veut y toucher parce que c'est super dangereux. À mon avis, il y a vraiment une zone qui relie tous ces sujets-là, et il y a juste personne qui ose rentrer à l'intérieur. Ouais, ou qui a la clairvoyance de dire on va enlever les étiquettes des pots de confiture parce qu'en fait, c'est tous des confitures à la fraise. Il y en a un qui appelle ça différemment, mais c'est la même chose dedans. Ouais. Bon, je m'éclate avec cette émission. Alors, je sais pas vous qui regardez. C'est exactement ce que je me disais. Si je peux me permettre de rajouter des choses quand même. Moi, j'ai passé quand même pas mal d'années, plusieurs dizaines d'années, à justement pratiquer énormément d'exercices en fait. C'est vrai. Différents types de choses, du hatha yoga, du raja yoga, enfin bref, des méditations diverses et variées. Et je dois dire que le chercheur, souvent, il se limite en fin de compte à sa propre, à la propre dominance du fait, en fait, quelque part. Il C'est-à-dire cherche que les clés où il y a de la lumière. C'est ce que tu veux dire. c'est ça, mais il va pas assez profondément, si tu veux, faire des recherches sur sa propre structure, sur ce qu'il est réellement, en fait. Et je pense que c'est le point fondamental qui manque, en fin de compte, aujourd'hui dans la recherche. C'est-à-dire que j'ai toujours tendance à dire qu'on est le terrain et en même temps, on est l'outil, justement, d'exploration de ce terrain. D'accord ? On parle souvent des émotions, et des pensées. Et il y a quelque chose de particulier dans les émotions et les pensées, parce qu'elles sont invisibles. Et pourtant, tout le monde les vit au quotidien, d'accord ? Donc c'est une réalité pour chacun. C'est ça. Ouais. D'accord ? Mais comment pouvoir traduire une pensée et une émotion en fait ? C'est difficile. Rappelle-toi le discours entre le prêtre et la chercheuse, justement, dans Contact, qui dit tu aimais ton père ? Oui, prouve-le. J'y peux pas, mais je l'aimais quand même. Voilà. Ça. Donc, la notion de vérité, quelque part, donc, est subjective, elle est propre à chacun. Ouais. Ce qu'on cherche, en fin de compte, lorsqu'on trouve quelque chose dont on est persuadé nous-mêmes, c'est quoi ? C'est que cette trouvaille devienne légitime, c'est-à-dire qu'elle soit répercutée par des élites, entre guillemets, par des gens qui sont connus, en fait, ou reconnus, et on dise, oui, cette personne a bien vécu quelque chose. Moi, je peux te dire que pendant 1 an, je n'avais pas de prédisposition particulière, mais je me suis intéressé à la sortie hors du corps. Pendant 1 an, j'ai bossé la sortie hors du corps. D'accord ? Parce que je voulais savoir si c'était vrai. Si, je veux dire, toutes les histoires qu'on m'avait racontées autour de ça avaient un petit geste de vérité. Je me suis fait peur, très souvent. J'ai rencontré effectivement des sensations physiologiques que je n'avais jamais vécues auparavant. Donc, c'est ce qui fait que ça te freine, en fait, compte dans l'expérimentation, tu vois. Tu dis, tu as envie de te raccrocher, de dire, non, mais je vais mourir, là, si je continue. Et à un moment donné, après avoir pris connaissance, contact avec ce type de sensations assez fréquemment, j'ai réussi à sortir. D'accord ? Donc, moi, de mon point de vue, je dis oui, la sortir du corps est possible. Ça marche. Ouais. Maintenant, si tu prends n'importe qui, un scientifique qui n'a pas du tout cette idée du concept même de la conscience à travers ses études, il va la refuser complètement. Notre problème est lié à la conscience, essentiellement. Le scientifique, est-ce que c'est pas son boulot de dire moi je vais réfléchir à transformer cette sensation, cette impression en science? Parce que moi, encore une fois, pour moi, je vais vous dire honnêtement, le paranormal, pour moi, c'est un mot qui veut rien dire. C'est simplement une science qu'on n'a pas encore su appliquer. Enfin voilà, moi c'est ça. Enfin, l'univers est scientifique, on dit ce qu'on veut, quoi. Mais encore une fois, je prends l'exemple du téléphone. Encore une fois, vous allez au Moyen-Âge avec un téléphone, les mecs ils vont dire c'est de la magie. Bah non, c'est pas de la magie, il n'y a rien de plus scientifique qu'un téléphone, quoi. C'est de la science, c'est des ondes, c'est des processeurs. Donc voilà. Enfin, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que voilà, j'ai l'impression qu'on est tous là à notre niveau à chercher. Alors effectivement, on n'a peut-être pas des diplômes scientifiques. Voilà, qui font que, mais quand même, quoi, c'est passionnant. Alors, on est à 50 minutes. Pardon. Excuse-moi Pascal, je voulais juste rebondir sur ce que Patrice disait. Moi récemment, au-delà du paranormal, je sentais qu'il y avait quelque chose à explorer aussi qui n'avait jamais été fait encore actuellement, vraiment de façon poussée avec les enquêteurs paranormaux, c'est d'appliquer l'hypnose.
dans le paranormal. Ouais. Donc là, du coup, je me suis formé à l'hypnose et maintenant, j'utilise des D'accord. techniques d'hypnose sur notre receveur Anthony Ouais, pour qu'il soit encore plus ouvert lors de nos enquêtes passionnant. et que puisse avoir Passionnant. obtenir des résultats encore plus impressionnants. Et ce qui est intéressant, c'est que de la même manière que l'INRES a eu finalement le plan de la machine, on va dire, qui leur a été dicté au cours de séances de spiritisme. Alors, on a l'IFRES, eu récemment- Julie. Oui, Je l'IFRES, corrige oui, pardon. l'IFRES, pas l'INRES. Parce que Oui, non, monsieur, là, je suis au boulot. Stéphane ça y est. Alix va nous dire, mais moi, j'ai pas fait de machine, moi. Donc oui, donc ça, c'est des informations qu'ils ont obtenues au travers des communications spirites. On a eu des informations qui nous ont permis d'affiner un petit peu la mise sous hypnose d'Anthony. Et ça nous a été dicté au travers de la planche de Ouija, qu'on a pu mettre en pratique et dont on a pu vérifier qu'on avait un début de fonctionnement. Enfin, tout du moins, on est sur une piste qui est hyper intéressante et on va évidemment s'engouffrer dedans. Parce que les techniques d'hypnose actuelles ne sont pas faites pour le paranormal. Elles C'est sont ça. faites Mais non, pour c'est pas pour ça. l'hypnothérapie, pour le spectacle, Enfin, bon, etc. Et du coup, moi, mes techniques apprises n'étaient pas bonnes. C'est ça. Il y avait le fond. Il fallait les réadapter. Et il fallait la réadapter. Et j'ai essayé une fois, 2 fois. À la Ouija, ils m'encourageaient, persévère, continue. Et quand ils ont vu que j'y arrivais pas, ils m'ont donné les clés pour pouvoir le faire correctement. Et lorsqu'ils nous ont donné les clés, j'ai appliqué ces clés immédiatement et on a eu des résultats incroyables. Et ça a fonctionné. Tout ça me fait dire que moi, j'ai un astrophysicien que j'adore, c'est Michio Kaku. C'est un mec que j'adore parce que c'est un vrai scientifique, en même temps, il a l'esprit ouvert. Et il a dit à Madrid, mais il l'avait déjà dit, il avait dit, amis abductés, amis contactés, amis tout ce que vous voulez, vous avez des contacts avec, alors lui, il avait dit les extraterrestres, il n'y a pas de problème. Moi, je veux bien vous suivre, mais la prochaine fois qu'il vous embarque, volez un truc, une puce, un trombone, ce que vous voulez, mais volez un truc pour que moi, scientifique, je puisse travailler dessus. Et j'ai envie de dire, ça rejoint ce que vous dites, parce qu'à un moment, c'est d'aller chercher une information qui n'est pas accessible, je dirais, normalement dans notre monde tel qu'il est fait, mais qui fonctionne quand même, et de pouvoir dire, ça, je ne l'ai pas trouvé moi-même, on me l'a filé, quoi. Hein, voilà, donc là, je pense qu'on commencerait à créer des transversalités. Je vous propose qu'on passe au dernier sujet, à la dernière transversalité, parce que je voulais vraiment en parler avec Nicolas et Julie, parce que c'est quelque chose qui est embêtant, autant pour le domaine des fantômes que le domaine de l'ufologie. C'est le fake, c'est l'escroquerie, c'est la falsification. Alors justement, cette semaine, je vais prendre des guillemets, parce que pour l'instant, on n'est pas sûr que ce soit une falsification pure et dure, mais enfin, on va parler de ce qui a fait un peu de bruit cette semaine dans le monde ufologique, surtout américain, c'est le fameux Wilson Leak, la fuite du siècle, ou info de plus, point d'interrogation. Sébastien, je te laisse nous en dire quelques mots. Ouais. Alors, comme tu disais, c'est vrai qu'on oscille ici entre fake et vraie info, on n'en sait pas encore. Hein. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe ? Le physicien Eric Davis affirme avoir rencontré l'amiral Wilson, un haut gradé de l'US Navy, en octobre 2002 à Las Vegas. Cet amiral lui aurait confié des secrets d'État relatifs notamment à de la rétro-ingénierie de vaisseaux extraterrestres, mais aussi d'un cover-up étatique sur le phénomène OVNI. Cet échange aurait été retranscrit via un rapport de 15 pages écrit par Davis lui-même, sauf que John Greenwald, dont je parlais tout à l'heure, fondateur de The Black Vault, a partagé cette semaine une vidéo au cours de laquelle il expose une théorie mettant un gros bémol quant à la véracité des dires de Davis. En effet, le rapport écrit ressemble fortement à un scénario de film ou de série. Alors Greenwald étaye ses propos par des arguments solides, factuels et contextualisés. Donc fake ou vraie info, en tout cas ce genre de cas démontre une nouvelle fois qu'un esprit critique est absolument nécessaire en ufologie ou en paranormal en général, les fakes étant malheureusement légion dans ce genre de domaine de recherche. Alors, c'est sûr que vous avoir avec nous, on ne pouvait pas aborder ce point-là qui est quand même très problématique, le fake. Je sais que votre domaine de recherche est aussi fortement impacté. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Le problème, c'est qu'il y a toujours une... mais comme en ufologie, il y a une recherche du résultat. Souvent, on dit, le gars écrit un premier livre, c'est plutôt propre, ça fonctionne. Et puis après, à chaque fois, il faut aller un petit peu plus loin parce qu'il faut intéresser le public. Et puis le gars passe d'un je pense que la vie extraterrestre existe à je suis contacté, je suis prophète, écoutez-moi, je sais ce qu'il faut faire. Est-ce que ce problème est important aussi chez vous ? Enfin, quand je dis chez vous, dans votre domaine de recherche. Complètement, parce qu'en fait, il décrédibilise un petit peu tout le travail qui peut être fait à côté. Et vous, quand vous pensez amener un début de piste, un début d'hypothèse qui a une base solide, qui peut dire que c'est une réalité ou un fake ?
Le problème de ces fakes à répétition, c'est après le public se demande où est la vérité dans tout cet agglomérat de personnes qui sont potentiellement là que pour les vues et l'argent, quoi. Voilà, c'est très facile, on est très facilement mis dans le même panier et c'est très compliqué d'arriver à sortir la tête hors de l'eau et de faire comprendre que non, c'est pas forcément notre but. Et du coup, la globalisation un petit peu de tout le monde fait du business, c'est complètement délétère pour un grand nombre d'entre nous. Complètement. Bon, après, ça peut être compliqué parce que je vois, par exemple, au MUFON France, on se prend quand même des sauts de flotte, on va dire ça comme ça, parce qu'on nous dit, ouais, mais vous êtes trop rationnel, vous débunkez, vous expliquez trop de choses, avec vous, il n'y a pas de place pour rien. C'est pas tout à fait ça. Je pense qu'il faut aussi expliquer quand Nico Augusto, par exemple, m'avait parlé d'un cas sur lequel il avait travaillé, où il avait conclu avec son frère qu'il n'y avait absolument rien d'extraordinaire. Et ça a été compliqué parce que bah voilà, il s'est pris quand même alors que lui il a voulu être honnête dans son travail, justement pas faire passer des vessies pour des lanternes, et il s'est pris quand même une levée de bouclier qui était absolument pas justifiée. Là, il y a le problème qui se pose, c'est qu'il y a une forme de croyance qui est très ancrée, en fait. Ouais. Une croyance, je vais parler pour notre domaine à nous, mais la vie après la mort, les défunts, le fait que ça ne s'arrête pas une fois que les gens qui nous sont chers décèdent. Même la religion. Et même la religion, il y a tout ça, on est baigné dedans. On est baigné dedans depuis qu'on est enfant, depuis des générations. Et puis tout va dans le même sens, l'éducation, le cinéma, tout ça, ça nous forge un avis avant même qu'on puisse en avoir un, en quelque sorte. Et donc, aller contre cette croyance qui finalement est actée comme étant vérité pour la plupart des gens, c'est difficile d'aller contre ça. Et au-delà de ça, il y a ce que veulent réellement les spectateurs. Est-ce qu'ils ont envie de regarder une émission qui propose une réflexion avec une introduction sur, par exemple, l'une des dernières, on a fait une introduction sur la mort, on a fait une introduction sur les vies antérieures, quelque chose de fouillé, de documenté, ou est-ce que les gens ont envie de se faire peur? Et nous, régulièrement, on a dans les commentaires de nos vidéos, est-ce que vous pouvez nous donner le timecode de là où il y a un petit peu des trucs paranormaux, parce qu'en fait, l'intro, tout ça, nous, on s'en fiche, quoi. Ouais, on veut aller tout de suite là. Pareil. C'est comme nous, si quelqu'un est témoin de quelque chose sur une enquête, on lui dit que c'est quelque chose de tout à fait naturel pour nous. Certaines personnes vont dire, bah non, ça peut pas être ça parce que je crois que, etc. Il y a une vie extraterrestre, donc on est exactement dans le même schéma. Hein, c'est impressionnant. Ouais, puis en même temps, il faut rester ouvert parce qu'il faut pas dire que tout est fake. Enfin, bien sûr. Voilà. C'est un peu ce que je reproche aujourd'hui aux deux parties, c'est-à-dire aux pro-croyants, enfin chez nous, aux pro-croyants et aux zététiciens. C'est que dans les deux cas de figure, on a l'impression qu'il y a une vérité cristallisée. Et puis après, c'est compliqué je pense, Camille, qu'on peut dire que nous, on est quand même des funambules quelque part. J'en sais rien si on est des funambules ou pas, mais... Merci, Camille. Non, mais en fait, c'est juste qu'à chaque fois, t'as un don. Alors par contre, là, pour le coup, c'est un don. Tu me donnes la parole pile au moment où je suis toujours partie dans mes pensées, dans ma réflexion personnelle, où je me dis, ah ouais, mais ça... Donc là, en fait, j'étais pas du tout... C'est magnifique. On va la garder, celle-là. Non, j'étais en train de me dire que... Enfin, du coup, voilà, en parlant, j'ai perdu ma pensée, mais... En fait, c'est rigolo, l'état d'esprit humain. Voilà, c'est ça. De quoi? Est-ce qu'il faut que nous soyons des funambules? Voilà, c'est ça la question. Je suis désolée, je te casse le coude là pour le... Mais je pense que oui, parce que pour certains... Pardon, vas-y. Je pense que... Voilà, je suis fascinée quand même par cet état d'esprit humain qui à la fois va vouloir se faire peur, va vouloir rechercher des sensations, quelque chose, voilà, on est en recherche d'événements un peu particuliers, sinon pour peut-être sortir un petit peu de sa vie ordinaire. Voilà, ou de la médiocrité de l'être humain. Oui, de la médiocrité de oui. Aussi, et en même temps, quand on va leur donner, voilà, si on vous balance directement l'info on peut, oui, effectivement, je pense complètement, c'est mon avis personnel, bien entendu, que le cerveau humain, qu'avec notre esprit, on peut écrire sur ces foutues bandes pour la TSCI, on est capable de faire énormément de choses, rien que par nous-mêmes en tant que petit être humain. Il y a un monde incroyable autour de nous qui nous dépasse encore totalement aujourd'hui.
Mais pour moi, ça c'est clair aujourd'hui, ça reste mon avis personnel. Mais si tous ces trucs-là, toutes ces choses qu'on cherche, on leur met direct en face de leurs yeux, il y en a plein qui vont nous dire « Ah mais non, mais ça c'est faux, c'est fake, vous l'avez construit de toutes pièces. » Alors vous cherchez du sensationnel, mais le jour où, par exemple, si on reprend nous dans notre recherche, un ORVNI démarque dans votre jardin et qu'il y a un petit gris qui se pointe et qui vient vous taper la discute, les gens vont se barrer en courant, alors que là, si on regarde les 3 cas sur Internet, vont nous dire « Ah non, mais nous, on est prêts là, on veut qu'ils arrivent maintenant tout de suite. » Alors que non, en fait, ils sont pas du tout prêts. Donc, pour moi, ce sujet-là est un des sujets les plus importants. On n'est plus dans le vrai ou faux, que ce soit pour l'ufologie ou le paranormal. Quelque part, aujourd'hui, on s'en fout, on n'est plus là-dessus. On est comment on réagit face à cette nouvelle réalité. Parce que c'est là. Avant, c'était pas une réalité parce que c'était que quelques personnes qui s'y intéressaient et puis ça paraissait tellement loin que c'était pas le cas. Aujourd'hui, de plus en plus de monde s'y intéresse, et des scientifiques, et des militaires, et tout ce qu'on veut. Donc, les preuves sont là. Si on les cherche, elles y sont, il n'y a aucun problème. Mais du coup, dans cette nouvelle réalité, comment nous, on se place, comment nous, on l'accepte, comment notre cerveau il va fonctionner par rapport à ça. Et voilà, il y a plein de choses, de nouvelles choses à mettre en place, mais par contre, ces doubles discours, pour moi, ça devient, enfin j'avoue, pour mon petit cerveau, ça devient compliqué. Il y a des choses aussi, même au MUFON, qu'on ne se permet pas de dire, parce que, voilà, il y a des gens qui ne sont pas forcément prêts à l'entendre, et c'est aussi toutes ces choses-là dans quelque part ce protocole de divulgation qui peut être fait dans notre dos, où on complote, etc. S'il y a un complot, honnêtement, en mon nom personnel, je peux le comprendre parce que, voilà, j'avoue, j'ai beau parler ufologie tous les jours, j'ai beau parler fantômes tous les jours, il y a des choses qui me foutent la trouille et je suis pas prêt à avoir un petit gris demain. Voilà. Mais c'est vrai que chez le chercheur, quand on parle de fake, pas fake, en tout cas, il y a une question sur laquelle il faut s'interroger, c'est la motivation effectivement du chercheur. Je pense que c'est là que tout se joue en réalité. Moi, c'est pareil, je parle pour Nico aussi et Julie, j'ai fait aussi des enquêtes dans des maisons, j'en ai fait pendant quelques années. Quelque part, ça m'a jamais fait de l'ombre, le fait d'avoir des gens qui faisaient des fakes comme Gus. Pourquoi ? Parce que moi, je ne publiais pas déjà sur YouTube. J'ai refusé de le faire. Et j'ai travaillé à l'ancienne, tout par l'écrit. Donc, et c'est comme ça qu'on travaillait. Comme ça, il n'y a pas non plus cette envie d'en faire plus. Ça ne naît pas, on va dire, dans l'esprit. Donc, et pour moi, c'est une quête personnelle aussi. Ça m'apporte à moi, avant toute chose. D'accord ? Je le fais pour moi, pour ma compréhension du monde. Voilà, c'est ça qui est important. Quand on est quêteur, pour moi, c'est beaucoup plus sain, effectivement, que d'essayer de fabriquer un produit de consommation. Parce qu'en fait, ce qu'on sert à ce moment-là, c'est du prêt-à-penser. Et le prêt-à-penser, je refuse de le servir, c'est clair, net et précis. C'est pour ça que sur le site que j'administrais avant, on n'a jamais eu, par exemple, d'articles qui venaient d'ailleurs. Ça a toujours été des compositions personnelles, parce que je voulais absolument qu'on mette de nous dans nos écrits, dans ce que nous, on avait vécu, en fait. Et je suis resté sur cette position, je reste encore sur cette position, et je vais juste glisser mon petit mot presque de la fin en disant, mais pour que l'humain, en fait, puisse vraiment comprendre l'univers dans lequel il doit se comprendre lui-même. Exactement. Et c'est ça l'essentiel de toute chose, parce qu'en fait, finalement, il y a énormément de réponses qui sont en nous, sauf que, comme on n'a jamais fait vraiment le chemin, quand on regarde comment fonctionne la société, le consumérisme, les gens qui sont, affairés à un tas de divertissement, il est où le temps qu'on prend pour soi ? Il est où le temps qu'on prend pour s'explorer réellement ? Parce qu'à travers l'exploration que moi j'ai pu faire, par exemple, du voyage hors du corps, entre guillemets, j'ai pu sonder effectivement une autre réalité que je n'aurais jamais sondée si moi-même je ne m'étais pas investi dans une discipline particulière pendant X temps. Donc il y a un investissement personnel, effectivement, à donner. Voilà. Et je pourrais même rajouter qu'il n'y a pas besoin d'équations quantiques très complexes pour pouvoir y parvenir. D'accord ? Exactement. J'ai rien contre la science. Je me dis, on est le terrain, on est l'outil, et c'est ce qu'il faut utiliser pour moi en primo, quoi. Est-ce que je peux finir sur ce thème ? Vas-y, Baptiste, je t'en prie. Parce que nous, en fait, on va peut-être l'utiliser en mot de la fin. Voilà, on va tous dire un petit peu son mot de la fin, puisque là, on a dépassé l'heure. Enfin, moi, je ne l'ai pas vu passer, mais voilà, après, il faut quand même que ça reste sur un certain format. Mais on va dire, Baptiste, ce sera ton mot de la fin. Voilà, comme ça, on va.
on va C'est essayer pour de. finir sur une note positive parce que on est dans des domaines où le faux porte préjudice, mais Ouais. moi je viens de l'art et en art le faussaire a une autre valeur, c'est-à-dire que si vous prenez l'histoire des Mm. civilisations, il y a toujours eu des faux, mais il n'y a que des C'est vrai. faux de choses importantes. Il n'y a pas de faussaire de Ouais. cailloux, C'est il vrai. n'y a pas de faussaire de sable. Et là, Et là, C'est du joli. coup, ça veut et dire là, que celle-là. dans la Là, civilisation, les sujets où il y a des faux sont les sujets importants. ça, excuse-moi, Baptiste, mais celle-là, je vais la garder parce qu'elle est violente quand même. Il y a que des faux, il y a des faux que sur des choses importantes. Oh putain, c'est bon. Hein, celle-là, on va la Ouais, graver, celle-là. ouais, je vais me la tatouer. Oui. Magnifique, magnifique. Nicolas et Julie, un petit mot de la fin pour. En tout cas, alors, Bah, Ah, le voilà, petit on a mot de retrouvé la Patrick. fin, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Moi, j'aime Bon, est-ce que vous, bien. alors, est-ce que vous avez passé un bon Soyez moment déjà, curieux. au moins ça. Ah oui, oui, on merci. n'a pas vu l'heure passer non Non, plus. Hein. pareil. Vous n'avez Moi, pas je vu suis qu'on allait régalé. déborder, tout ça. Nous, on est bien là. Allez, on fait 1 heure. Oui, moi, j'aime bien dire soyez curieux. Alors, je suis désolé, j'ai pas entendu du tout ce que disait Baptiste parce que j'ai eu un problème de son, donc je Tu réécouterai réécouteras. ça Oui. effectivement au moment de Je la t'invite rediffusion, à je suis désolé. réécouter parce qu'il Je nous suis a désolé. sorti un truc énorme Ouais. quand même. Mais bon. Ah oui, c'est- Ouais. Ok. Ah, désolé. Donc oui, vas-y. Pardon, Non, vas-y, Julie. c'était Oui, je disais, moi j'aime bien dire aux gens que voilà, il faut être curieux et il faut pas hésiter à chercher et à vérifier par soi-même en fait l'expérience propre. Toujours. C'est ce qu'il y a de plus important et plutôt que juste absorber et à peine digérer ce qui nous est balancé à longueur de journée. C'est tout à fait Ouais, juste. voilà, c'est C'est ça. tout à fait juste. On nous dit souvent, ben, moi aussi je veux faire de la Ouija, mais moi ça marche pas. Alors Ouais. ben, on essaie de leur expliquer que ben, nous Ouais. on a mis 2 ans quand même Ouais, d'expérimentation c'est ça, avant c'est que ça ça. fonctionne réellement. Ouais. C'est vrai, ouais, la persévérance, c'est Et on a important. beaucoup La persévéré persévérance, ouais. et on n'a pas cru. On n'a pas cru en cet outil pendant plus de 2 ans en se disant ben, ce qui se passe, c'est toujours c'est dans notre tête. Comme nous, on est les vecteurs de ce qui se passe, comme dans quasiment toute chose, ben, forcément, il y a un biais qui peut se faire de façon inconsciente. Et pendant 2 ans, on s'est dit, ben, ce qui sort à la Ouija, déjà, c'était pas très cohérent. Et on s'est dit que c'était des réflexes idéomoteurs. Voilà, c'est la théorie scientifique pour expliquer ce qui se passe sur la Ouija. Et on a cru en ça pendant 2 ans, jusqu'à ce que ça change. Mais ouais, persévérer. Ceux qui veulent des réponses, allez les chercher. Ne regardez pas des vidéos sur Internet. La meilleure réponse, c'est celle que vous allez trouver sur le terrain. L'avis qu'il vous faut, c'est l'expérience. Le reste, c'est que de l'information. Voilà. Magnifique. Bon, bah écoutez, pour un dernier flash UFO, Sébastien, je sais pas ce que t'en penses, mais voilà, on s'est régalé. Alors c'était un flash UFO un petit peu particulier, UFO, mais pas trop, mais quand même UFO. Bon, bah écoutez, moi je vais dire juste un petit mot de la fin. Donc c'était notre 7e flash UFO. C'est le dernier pour l'année 2019-2020, puisqu'on a commencé assez tardivement. L'année prochaine. Année scolaire. Année scolaire, voilà, année scolaire. Voilà. On va peut-être en faire 1 ou 2 dans l'été avec Sébastien. On verra, on va réfléchir à ça, mais c'est vrai qu'on a besoin aussi un petit peu de se reposer, de digérer tout ce qu'on a fait. En tout cas, nous, on s'est régalé avec ces 7 flash UFO, clairement. Je remercie vraiment Seb qui fait un travail au quotidien et toutes les semaines vraiment énorme pour pouvoir vous proposer ce flash UFO, parce qu'en termes d'actualité, c'est quand même pas rien. Voilà, je suis ravi qu'on ait réussi à créer une émission transversale. Moi, j'en rêvais depuis longtemps et honnêtement, Camille. Bah, moi, je suis ravie, mais alors vraiment ravie parce que tu sais que c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur parce que c'est mon sujet de prédilection et je pense que si on a tous envie d'avancer, c'est par là qu'il faut passer en fait. Il faut réunir un peu tous les sujets plutôt que soit de se battre parce que un tel sujet est soi-disant moins bien qu'un autre. Voilà, il faut tous avancer ensemble pour pouvoir découvrir encore plus de belles choses. Donc, je suis vraiment contente qu'on puisse faire ça. Et surtout, en commentaire, dites-nous si ça vous plaît aussi de faire ce pont entre l'ufologie et d'autres domaines. Et parce que je pense qu'il y a plein de choses à dire, mais ça, c'est notre avis à nous. Peut-être qu'on est dans une petite bulle, j'en sais rien. Mais voilà. Si ça vous en tout cas, intéresse. Niveau casting, franchement, je crois qu'on était sur du 5 étoiles. Julie, Nicolas, Patrice, Baptiste, là, je crois qu'on avait quand même une dream team pour parler de ça. Ouais, 7 étoiles, voilà, carrément. Donc, il nous reste à vous souhaiter un bon été. Alors, cet été, on ne va pas complètement vous abandonner non plus. On a déjà des émissions sous le coude. Il y en a d'autres qu'on va enregistrer. Non, mais ça, on en reparlera. On va leur faire un petit mot après. Voilà, exactement. Alors,
Nicolas, tu vas tourner d'autres enquêtes paranormales, c'est prévu ou pas? On te retrouve un peu sur la télé Oui. ou... Ouais. Bon. Alors, mais justement, oui, à cause du Covid, les enquêtes Eh oui. paranormales qui devaient passer ont pris Ça un a petit été peu de retard, compliqué. du coup. Ouais. Mais effectivement, on devrait Il y a normalement. encore une émission dans laquelle on est. Ouais. Oui, et du coup, Ouais. Julie sera également là. Donc, on va Bon, traiter bah, de deux super. sujets différents, elle et moi, mais oui, on va pas avoir passé. Bon. Le jour où on t'a vu, je pense que tu seras dans la même émission. Oui, Bon. ouais, a priori, on est groupés. Bon, on fait un petit coucou bien sûr à toutes les filles d'enquête paranormale, on les embrasse. Hein, Oui. et Ouais. moi Ouais, je suis merci. ravi parce que je vais lundi faire une émission, donc je suis content de monter, même si c'est un aller-retour. Hein, et puis voilà, septembre ce sera. On va bien se reposer. Septembre, on reviendra bien costaud. Et puis voilà, on va vous proposer plein de choses. Donc continuez à nous suivre, c'est avec grand plaisir. Et puis continuez à nous mettre des petits pouces bleus parce que ça fait plaisir aussi. Sur ce, je vous souhaite à tous un très bon été. Alors, je vais vous demander de rester connectés. Hein, ne vous déconnectez pas. On va se mettre en. Je sais Camille peste à chaque fois que je dis ça, mais voilà. On va rester nous en off quelques secondes. Et puis, Camille, je t'invite à lancer l'écran de fin. Et puis, je vous dis à tous à très bientôt. Salut Ciao, tout ciao. le monde. À bientôt. À Merci bientôt. beaucoup. Salut.